Bonjour à tous, plus de 200 cambriolages par jour en Belgique, c'est énorme et c'est un chiffre qui a plutôt tendance à augmenter ces dernières années. Pour la première fois depuis longtemps, il semble un peu stagner, mais le cambriolage reste un fléau qui nous concerne tous. Comment se protéger? Eh bien, on en parle dans un instant avec nos invités, mais avant cela, bonjour Sabrina Jacobs. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors encore beaucoup de lumière aujourd'hui. Beaucoup de lumière grâce à de belles éclaircies qui étaient déjà présentes ce matin, essentiellement sur la moitié nord du pays. Alors, dans le courant de la journée, une zone de pluie va se développer. Alors, elle stagnera surtout sur les provinces de Liège, Namur et Luxembourg. Les températures sont encore très douces aujourd'hui et pousseront même localement jusqu'à 11, voire 12 degrés, excusez du peu. Ouais, ce sont de bonnes nouvelles, ça. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure en fin d'émission. Voici les titres qui seront développés dans votre journal de 13h. Il est étudiant iranien. Il devait espionner des étudiants belges de l'université de Liège pour avoir refusé cet ordre de Téhéran. Eh bien, il vient d'être condamné à une peine sévère, 6 ans de prison. Aujourd'hui, plusieurs organisations belges se mobilisent. Désormais, les enfants à naître pourront porter le nom du père, de la mère ou bien les deux. C'est un projet de loi qui vient d'être voté en commission, mais il ne fait pas que des heureux. Élèves et professeurs de l'Athénée de Florence se mobilisent pour Agibou. C'est un jeune Guinéen de 8 ans. Il est en Belgique depuis l'âge de 2 ans. Et demain, il sera expulsé avec sa mère. Le nombre de cambriolages en Belgique est en légère baisse. Un toutes les 7 minutes en 2012. Nous approchons un toutes les 8 minutes en 2013 sur base du premier semestre. Cela fait tout de même près de 70 000 cambriolages par an. Les objets les plus régulièrement volés, eh bien, ce sont les bijoux et l'argent. Viennent ensuite les accessoires multimédia et les téléphones portables. Comment réduire le nombre de cambriolages? Est-ce possible? Eh bien, on en parle avec Pascal Neyman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de corps de la zone de police Nivelles-Gemap et puis à vos côtés, Sarah Vizet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère en prévention vol et à vos côtés, encore un troisième personnage, Fabien Sebaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué commercial pour la société SAS Sécurité. Alors, monsieur Neyman, comment expliquer qu'on se retrouve encore aujourd'hui avec des chiffres aussi impressionnants, plus de 70 000 vols encore commis chaque année en Belgique? C'est énorme, alors que finalement, il y a beaucoup de prévention, beaucoup de systèmes d'alarme. Comment expliquer qu'il y en a encore autant? Oui, déjà, le paradoxe, c'est que tout le monde perçoit ce qu'est un cambriolage. Tout le monde l'a peut-être déjà entendu chez son voisin, peut-être chez soi-même. Mais personne ne perçoit réellement ce qu'il y a derrière. Et nous sommes également les victimes aussi de cette incompréhension, à savoir que c'est un phénomène très complexe, avec différents types d'auteurs, qu'ils soient de l'étranger ou des lieux même du vol. Donc, on conçoit qu'il y a une complexité qui fait qu'au niveau policier, il est très difficile de trouver les causes réelles des faits. Mais on voit et on constate que chaque année, en tout cas, le nombre de cambriolages continue d'augmenter, même s'il se tasse encore un petit peu cette année-ci, même si ce phénomène est complexe. Comment est-ce que vous l'expliquez, vous? Mais en fait, ce phénomène agit par vagues. On constate qu'il y a des années, ça diminue. Si je reprends la zone de police dont je m'occupe, Nivelles et Genappe, on constate que depuis 2008, 2005 même, les faits diminuaient. Et puis tout d'un coup, ça remonte en 2013. On constate donc qu'on ne peut pas agir sur tout. Au niveau des causes, des auteurs, on constate qu'on en arrête régulièrement. Bon, la justice ne peut pas tout faire contre eux. Parfois, on les relâche aussi. On les relâche, mais il y a des actions qui sont menées, donc on ne peut pas agir sur tout. Mais les auteurs, eux, reprennent vigueur à certains moments. Ce qui explique ces vagues, à mon avis. Vous retrouvez souvent les mêmes catégories de personnes? Différents auteurs sont retrouvés, bien évidemment. Mais ce serait si simple si on les connaissait tous, puisqu'on pourrait directement retourner chez eux. Bien évidemment, on ne les connaît pas, et donc ce sont de nouveaux auteurs qui arrivent, qu'ils soient même parfois mineurs ou majeurs. Alors, Aurélie Vizet, vous êtes conseillère en prévention pour le vol. Ça veut dire que finalement, votre travail est plus compliqué, puisque vous conseillez des gens qui continuent régulièrement à être cambriolés. Comment vous expliquez ça? Disons qu'on essaie de les conseiller pour qu'il n'y ait pas de cambriolage. Maintenant, forcément. Maintenant, il faut savoir que un cambriolage n'est pas une fatalité, même si le risque zéro n'existe pas, on est bien d'accord. Mais il existe tout un tas de mesures qui existent et qui sont à disposition des gens. Et quelque chose de très simple, c'est simplement faire appel au conseiller en prévention vol, donc soit de la commune, soit de la zone de police, qui est un expert
indépendant et qui va simplement conseiller les gens sur les meilleures mesures à prendre. Et les meilleures mesures ne sont pas spécialement chères, mais vraiment adapter les mesures aux habitants, aux gens. Un exemple de mesure assez facile et qui n'est pas cher et adapté aux habitants. Mais je veux dire simplement commencez par fermer vos portes, fermez les portes à clé, soyez discret par rapport à vos habitudes, vos objets de valeur, etc. Quand vous quittez votre domicile, voilà, bien tout fermer et veillez à ne rien laisser d'apparent, ne pas laisser de signes d'absence. Mais justement, est-ce que parfois trop fermer la maison, montrer qu'il n'y a personne à l'intérieur, c'est pas aussi donner un prétexte aux voleurs pour se dire cette maison est inoccupée? Certains conseils en prévention disent aussi peut-être de laisser un volet ouvert ou une petite lumière, faire semblant qu'il y ait une présence. Ça marche aussi ça? Bien sûr, donc quand vous partez en vacances, l'idéal c'est de donner une impression d'occupation à la maison. Donc faire comme s'il y avait toujours quelqu'un. Vider la boîte aux lettres, monter et baisser les volets, laisser une petite lumière allumée, donc des petits détails qui font qu'on a l'impression qu'il y a toujours quelqu'un dans la maison. Alors, avant d'en venir auprès de vous, Monsieur Sebaud, je voudrais qu'on voit ceci, car on le sait, un cambriolage sur 3 en Belgique est le fait d'une bande criminelle itinérante. Des études ont d'ailleurs démontré que 70% d'entre elles sont d'origine étrangère et surtout que leur nombre a plutôt tendance à exploser, à augmenter ces dernières années. C'est un reportage d'Eric Van Deus. Toutes les 7 minutes en Belgique, il se produit ceci. Publié en juillet dernier, les chiffres des cambriolages dans les habitations étaient impressionnants. 75 268 vols dans les maisons et appartements en 2012. Jamais le nombre de cambriolages dans les habitations n'avait été aussi élevé. Ce qui retient l'attention, c'est l'implication de bandes mobiles dans ces attaques, souvent venues de l'étranger. 45 à 50%, ce sont des estimations, sont commis par des groupes d'auteurs itinérants. Au sein de ces groupes d'auteurs itinérants, on constate qu'environ 70% de ces auteurs sont d'origine étrangère, avec une représentation quand même relativement importante des anciens pays des blocs de l'Est. Des chiffres basés et extrapolés depuis les arrestations effectives. Ces bandes, dans leur mode de fonctionnement, laissent souvent leur signature. L'aspect série, donc on a un certain nombre de faits qui sont commis dans une zone bien limitée. Deuxièmement, la proximité des grands axes de circulation. Troisièmement, certains comportements, par exemple, certains auteurs qui vont manger dans l'habitation pendant qu'ils commettent les faits. Les banques, postes et commerces se protègent mieux. Les habitations privées deviennent donc des cibles plus faciles. Les voleurs glissent désormais des zones urbaines vers les campagnes. Ils s'intéressent moins aux appartements et plus aux maisons. Mais là aussi, les mesures de prévention portent leurs fruits, car la proportion de tentatives avortées explose, elle aussi. Oui, on le confirme hein, dans le reportage, un cambriolage sur 3 est le fait de bandes itinérantes. 70% d'ailleurs de ces bandes itinérantes sont plutôt d'origine étrangère. Vous le constatez également dans les faits. Qu'est-ce que vous pouvez faire? On a envie de dire, que fait la police quand on entend ce type de chiffres? Mais il y a quand même quelque chose qui est rassurant, c'est qu'en effet, sachant qu'un tiers est visé par cette criminalité itinérante, on peut directement cibler le regard des gens. Donc on sensibilise souvent les gens à regarder, à être attentifs à ce qui se passe chez son voisin dans sa rue. Et donc on peut orienter la vision des gens vers certains types de personnes. En tout cas. Oui, il y a notamment 2 façons de pouvoir prévenir ce type de cambriolage. C'est notamment l'association hein, de plusieurs personnes dans un village. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu comment ça marche? Vous soutenez ce type d'association? Donc on soutient vraiment dans notre zone, pour dire, on a sur un territoire qui est quand même pas très grand, on a 8 PLP, donc partenariat local de prévention. Donc c'est quelque chose qui est très constructif parce que le citoyen prend en main sa propre sécurité en accord avec la police, donc ce n'est jamais seul, ce ne sont pas des milices privées, on le rappelle. Ils ne sont pas armés. Ils ne sont pas armés, ils ne commencent pas à faire leur propre shérif, c'est pas ça du tout. Mais par contre, on leur apprend à regarder ce qu'il se passe, à avoir la bonne vision des choses, à être vigilant et à se connaître entre voisins. Parce que souvent, on constatait que dans les zones résidentielles, les cités dortoirs, comme on dit, les gens ne se connaissaient pas. Donc on réapprend, on recrée un tissu social. Finalement, se surveiller un petit peu les uns les autres. Fabien Sebaud, j'imagine que parmi nos téléspectateurs, il y en a quand même beaucoup qui sont en train de se dire « Aïe, ces chiffres sont impressionnants, ce seront probablement des clients qui vont passer chez vous ». Quel type de conseils vous pouvez leur donner? Quelles sont pour l'instant les mesures qui se vendent le mieux et que vous proposez à vos clients? Je pourrais déjà donner un conseil, c'est d'avoir un installateur qui est reconnu par le ministère
qui est certifié INSERT, ça c'est quand même important, surtout. L'INSERT est un label de qualité au niveau des assurances surtout. Les assurances vont demander après un cambriolage. J'imagine que vous proposez des produits INSERT. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Et quel type de produit vous vendez le plus pour l'instant? On sait que la mode, apparemment pour l'instant, c'est d'installer des caméras beaucoup sur... Oui, on a des caméras de vidéosurveillance qui sont reliées à un serveur et on peut relier ça pour une levée de doute à un dispatching. Comment ça fonctionne? Donc, à partir du moment où le système d'alarme se déclenche, on a une connexion au niveau des images et en fonction des images, on peut dire, ben voilà, il se passe quelque chose, la personne... il y a une voiture où il y a une ou deux personnes qui sont je vais dire habillées de telle façon et ça permet aussi d'apporter une preuve et une levée de doute au niveau des forces de l'ordre. Alors votre objectif c'est de placer, j'imagine, le plus d'obstacles possible sur le passage des voleurs. Quel type d'obstacles pour vous sont vraiment efficaces? Il y a, j'imagine, les portes blindées, il y a des sirènes à l'intérieur qui doivent aller très fort. Un système d'alarme, c'est toujours une sirène à l'intérieur, une sirène extérieure avec un flash donc visible de la voie publique. Un certain nombre de capteurs à l'intérieur. Alors là, on a des infrarouges passifs, de la double technologie, on a des bris de vitres, on a toute une gamme. Mais je vais dire, ça se fait... on se déplace chez le client, donc on fait ça en fonction, par exemple s'il a des chiens, on a des détecteurs pour les chiens, pour qu'ils puissent vivre, etc. avec. Donc, oui, donc ce sont des détecteurs de mouvement qui ne détectent pas la présence du chien. De petits animaux à moins de 30 kg, oui. Quel type d'autres services vous proposez pour vos clients? Nous, on a la chance d'avoir un dispatching, donc on relie nos clients chez nous. Est-ce que les volets, par exemple, c'est une question qu'on a reçue ici par mail, est-ce que les volets, selon vous, sont des obstacles essentiels? Je vois que le chef de corps opine du chef. Tout à fait, puisque c'est une protection mécanique supplémentaire. Au plus de temps on va mettre des barrières, au moins, bien évidemment, la personne va se dire, ben voilà, je vais dans la maison d'à côté, vous déplacez le cambriolage vers votre voisin. Oui, ça paraît assez légitime. Et pourtant, ces volets, ce ne sont pas des barrières très efficaces. Hein. Si, vous considérez que si? En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que avoir un système d'alarme seul, ce n'est pas une solution. Ce qui compte, c'est de multiplier les obstacles, qu'ils soient du plus simple au plus complexe. Donc le système d'alarme est à la limite le système final, mais avant ça, il faut apprendre à fermer ses portes, il faut apprendre à fermer ses fenêtres, il faut peut-être tailler sa haie devant chez soi pour éviter que justement les auteurs agissent en toute impunité parce que ceux de l'extérieur ne voient pas ce qui se passe dans la maison. Ah oui, votre objectif, c'est de convaincre les gens que la maison doit être visible depuis la route. Il ne faut pas qu'elle soit cachée. Madame parlait tantôt d'une présence, mais il faut que de la rue, on voit cette présence. Si maintenant il y a une haie, on ne verra pas. Donc il faut vraiment multiplier ces obstacles. Et si maintenant, pour reprendre l'exemple de l'alarme, on a une alarme, on l'a payée très très cher, mais qu'on ne la branche pas, ça ne sert à rien. Donc il y a vraiment des réflexes à avoir avant d'investir. Souvent les gens ont peur en disant mais moi la sécurité de ma maison c'est une alarme. Donc c'est le rien ou le tout. Non, il y a beaucoup d'intermédiaires et ce sont les conseillers en prévention, dont madame, ou nos agents de quartier par exemple, qui peuvent assurer ces conseils. Alors quand on regarde les effractions dans les maisons, on se rend compte que la plupart du temps les gens rentrent évidemment par l'avant, beaucoup par l'arrière et puis de plus en plus, notamment, apparemment c'est un phénomène qui commence à se développer en Flandre, par les étages. On va finir, Madame Vizet, par avoir une maison complètement sécurisée, même aux étages. Comment est-ce que... Je pense que le but n'est pas que la maison devienne un bunker. Je pense que le but, c'est vraiment d'être attentif à un minimum de sécurité. Donc, comme vous le disiez, l'importance de la prévention, c'est freiner le voleur, mais aussi le dissuader. Donc, si on a une sécurité de base qui est bonne, bien, le voleur, il va essayer d'aller au plus simple. Donc, vous regardez toutes les maisons dans la rue et il va se dire, ben, là, je ne vais pas aller parce que y a voilà, une bonne rosace, un bon cylindre, etc. Donc je pense qu'avec des éléments... On parlait de la serrure, des portes. Simples, voilà. Et encore une fois, des bonnes habitudes, on peut vraiment arriver à se sécuriser, à moindre coût. Alors c'est assez étonnant parce qu'en fait, vous dites aux gens qui nous écoutent, essayez d'être... plus sécurisé que votre voisin, il ira plutôt chez le voisin. Alors, vous l'envoyez un peu ailleurs. Non, c'est pas ça qu'il faut voir. Ce que je veux faire passer, c'est que
avec des moyens qui ne sont pas considérables, on peut avoir une sécurisation de base qui est suffisante. Et que, comme ça a déjà été dit, le système d'alarme, c'est ce qui vient à la fin de la chaîne de la prévention. Mais on commence par les bonnes habitudes. Fermer ses portes à clé, donner une impression d'occupation, ne pas exhiber ses biens, etc. Fermer tout le temps le garage, par exemple. On met régulièrement la voiture dans le garage et on ferme le garage. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce qu'il faut montrer que le garage est utilisé, qu'il y a du monde et le laisser ouvert le plus souvent possible? Non, je veux dire, le garage, c'est une porte porte, ouverte. Forcément, mais qui est elle-même séparée de la maison. Il faut éviter les tentations. Donc il faut éviter les tentations, fermer le garage. Ça ne donne pas la sensation que cette maison est inhabitée lorsque l'on ferme entièrement la porte du garage. Non, si c'est votre habitude de toujours laisser la porte de garage fermée, ça ne pose pas de problème. Justement, oui, je vous en parlais. C'est intéressant le mot habitude parce que justement, oui. Il y a certaines personnes prennent des habitudes et il faut savoir que les auteurs. Cette routine est étudiée. Voilà, les auteurs régulièrement sillonnent les rues et font des reconnaissances, comme on dit chez nous. Donc, il faut savoir que ces habitudes sont vite enregistrées par ces auteurs et ils en profiteront. Et des vols se déroulent très régulièrement en 10 minutes. Donc ça, et quand je dis 10 minutes, c'est 10 minutes entre le départ de la personne et le retour de la personne. Ne dure en général pas plus de 10 minutes maximum. Ça va très très vite. Et en 10 minutes, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre énormément de choses. Et je ne dis pas que le vol se déroule en 10 minutes, je dis que c'est la durée entre le départ de la personne et le retour de la personne. Donc ils ont vraiment bien observé la personne pour savoir qu'en 2 ou 3 minutes, ils pourront justement agir en toute impunité. On parle aussi beaucoup des informations qu'on peut laisser sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Ça, j'imagine que c'est un conseil que vous donnez généralement aux personnes, c'est de ne pas dire « je pars en vacances, je reviens dans autant de temps ». Bien sûr, donc ne pas laisser de messages sur son téléphone « je suis en congé de telle date à telle date ». Alors, les photos de vacances, c'est vrai qu'on adore dire aux collègues « ouais, je suis sur la plage, il fait beau, etc. » C'est un grand classique. Oui, voilà, mais faites-le, mais quand vous revenez. Donc les photos de vacances, c'est quand vous êtes revenu, mais pas avant de partir. Sinon, vos amis d'amis... On voulait parler aussi un petit peu du volet financier. Combien est-ce que ça coûte en général, une bonne alarme pour être bien protégé? Est-ce que vous pourriez nous donner une idée de budget? On va dire une maison 4 façades, on est dans entre 1500 et 1800 euros. Il y a des primes pour ce type d'installation. On peut aller chercher jusqu'à 700 euros par an pour... Oui, il y a une prime. Vous pouvez déduire dans vos impôts, ou si vous avez une société, vous déduisez dans la société, mais on peut déduire près de un peu plus de 700 euros. 760 euros. 760 euros par an de déduction fiscale pour quelqu'un qui installe une alarme de type tout à fait classique avec une sirène, un détecteur. Non, plusieurs détecteurs, un clavier, une sirène intérieure, une sirène extérieure. Ces nouvelles alarmes qui sont régulièrement liées au téléphone portable, où on voit maintenant les photos régulièrement de la maison, est-ce que vous considérez que ça c'est un bon produit que vous conseillez à la vente? Mais on peut conseiller, c'est un plus, mais je ne pourrais pas dire que il faudrait plus être relié à un dispatching qu'être relié. Je donne un exemple, si vous êtes à la mer, vous avez sur votre GSM des photos comme quoi vous avez une intrusion sur Bruxelles, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, une fois qu'on est loin du domicile, il est difficile d'intervenir. On peut essayer d'appeler évidemment des voisins, mais le plus essentiel, c'est d'appeler un dispatching. Et donc, ce dispatching est relié directement à la police? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est un abonnement? Comment ça marche? Un centre d'information, donc c'est ce qu'on appelle les CIC, et eux ont les patrouilles qui sont les plus proches de chez vous. Oui. Donc c'est beaucoup plus facile. En fait, le 101, donc ça permet justement de faire intervenir les patrouilles, les équipes de police directement sur place le plus rapidement possible. En général, votre délai d'intervention, on dit toujours que la police arrive en retard, mais c'est difficile évidemment d'être à chaque fois, surtout quand le vol dure à peine 10 minutes. Votre délai d'intervention, c'est combien de temps sur votre zone? Difficile à dire parce que ça dépend si on est dans une zone rurale ou urbaine. Il est évident que ça peut varier entre les 2-3 minutes si on est proche ou 10-15 minutes. Ok, merci. Merci beaucoup d'être venu avec nous pour parler donc des cambriolages qui sont toujours en hausse, plus de 70 000 cambriolages par an. Oui, vous aviez envie de parler de votre site internet qui concerne la prévention rapidement, juste un petit mot. Rapidement, la ville de Bruxelles a mis au point une campagne qu'on peut retrouver sur le site Save in the City.
Et il y a aussi un site très intéressant qui est le site du ministère de l'Intérieur qui est BeSafe. Et là-dessus, sur ces 2 sites, vous avez plein d'informations utiles sur comment se protéger. Allez, voilà, plein d'informations qu'il faudra aller visiter. Merci beaucoup et à bientôt. Voici les titres qui seront développés tout à l'heure dans votre journal de 13h. 6 ans de prison, c'est la condamnation sévère prononcée par Téhéran à l'égard d'un jeune étudiant iranien. Son tort, avoir refusé d'espionner des étudiants belges de l'université de Liège lorsqu'il était ici. Et aujourd'hui, plusieurs organisations se mobilisent pour le soutenir. Désormais, les enfants à naître pourront porter le nom du père, le nom de la mère ou bien les deux. C'est un projet de loi qui vient d'être voté en commission et qui ne fait pas que des heureux, notamment auprès des officiers de l'état civil ou des notaires qui vont s'arracher les cheveux. Explication tout à l'heure dans le journal. Élèves et professeurs de l'Athénée de Florennes se mobilisent pour Agibou. C'est un jeune Guinéen de 8 ans. Il est en Belgique depuis l'âge de 2 ans et demain, il doit être expulsé avec sa mère. Une marche de soutien a eu lieu ce matin. Et puis Luc Gilson recevra Nana Mouskouri tout à l'heure dans le journal. La chanteuse a plus de 1300 chansons et 300 disques d'or et de platine. Elle est en pleine tournée, notamment en Belgique, puisqu'elle était hier soir à Charleroi. Rebonjour Sabrina Jacobs, toujours autant de lumière alors aujourd'hui. Voilà, du temps globalement sec, surtout sur la moitié nord de notre pays. C'est vrai que sur les régions du sud, il y avait encore un risque d'averse, quelques gouttes qui seront encore possibles pour les heures à venir. Et puis très rapidement, le risque va s'estomper au profit de ces éclaircies. Alors la grisaille donc de mise non seulement sur Chapelle-Lère-les-Monts, ce matin à Mons, cette couche nuageuse s'est déjà morcelée avec l'apparition de belles éclaircies qui vont donc se propager à une large partie du territoire. Regardez ces températures, 7 à 12 degrés. On reste toujours bien au-dessus des moyennes de saison. C'était même plutôt agréable ce matin. Alors, est-ce que vous nous offrez le même type de température ce week-end ? Je pars tout de suite? Non, eh bien non, évidemment. Avec une chute des températures, on va revenir tout simplement à des valeurs de saison entre 5 et 8 degrés et du temps particulièrement pluvieux annoncé, essentiellement pour vendredi et samedi. À partir de dimanche, le temps redeviendra à nouveau plus sec, avec la possibilité de voir apparaître quelques giboulées. Vous allez me dire enfin, hein, presque. Après quoi ou pas, oui, ça dépend. Mais les gens ne sont jamais contents. Hein, Julien, vous savez bien. Et en théorie, on devrait connaître un début de semaine prochaine à nouveau un petit peu plus frais. Et puis les températures repartiront à la hausse pour la deuxième partie de la semaine à venir. Merci beaucoup. Vous avez un métier très compliqué. Et on vous voit tout à l'heure, juste après le journal, pour plus de détails. Demain, nous parlerons de l'arrivée de Ryanair à Bruxelles. Est-ce vraiment une opportunité pour les voyageurs? Quelles conséquences pour l'aéroport de Charleroi? De nombreuses questions se posent. Et on en reparle demain. Tout de suite, le journal de 13h. Belle journée. À demain.